Nous voici à Ilulissat, sur la côte ouest du Groenland. Cette ville aux maisons colorées est renommée pour sa situation géographique exceptionnelle à l'embouchure d'un fjord glacier. Ce glacier est le plus grand débiteur d'icebergs de tout l'hémisphère nord, avec 20 milliards de tonnes d'icebergs produites chaque année. Après une courte randonnée, nous allons surplomber l'Icefjord et admirer ses cathédrales de glace, certains icebergs pouvant mesurer jusqu'à 1000 mètres de haut. À Ilulissat, sur la côte ouest, nous sommes, juste au nord du cercle polaire arctique. La journée dure 24 heures en juin, près de 24 heures en mai et juillet, et 20 heures en août. En décembre et janvier, les ténèbres règnent, et le soleil se lève au-dessus de l'horizon à la mi-janvier. En avril, les jours sont longs, même si la température est encore en dessous de zéro. Ici, la température moyenne de février est de -14, celle de juillet de 8,5 degrés. Le dégel a lieu en mai, alors que la température retourne au-dessous de zéro à la fin de septembre ou en début octobre. Les précipitations à Ilulissat sont faibles, seulement 255 mm par an, ce qui signifie que pour le long hiver, les chutes de neige sont légères. Le Groenland fait partie du Danemark. En 1973, il a rejoint la Communauté économique européenne. Cependant, lors d'un référendum en 1982, une majorité de la population a voté en faveur d'un retrait du Groenland de la CEE. Des dispositions particulières ont été convenues pour protéger la pêche, qui est sa seule richesse. Le Groenland bénéficie néanmoins de la libre circulation des Européens au sens de la Convention de Schengen. Nous randonnons aujourd'hui en bord de mer où viennent s'échouer de nombreux icebergs depuis le glacier voisin de Kangia. Nous évoluons sur une sente quand elle existe, ou à vue à travers les mousses et les dalles rocheuses quand le sentier disparaît. L'immersion dans cette nature grandiose et sauvage du Groenland est totale. C'est également un lieu de pêche et de chasse privilégié des locaux qui viennent s'adonner à ces activités ancestrales, été comme hiver. En 1979, le Danemark a accordé une autonomie interne au Groenland. Le Danemark, qui finance 50% du budget du Groenland, cède à son ancienne colonie 32 domaines de compétences, dont ceux de la police et de la justice. La politique monétaire, la défense et la politique étrangère restent toutefois sous contrôle danois. D'une surface égale à 5 fois la France, le Groenland est une cuvette remplie de glace, les bords étant des chaînes de montagnes atteignant jusqu'à 4000 mètres. Départ matinal en bateau pour l'île de Disko. Après quelques heures de traversée, dont une bonne partie au milieu des icebergs, nous voyons apparaître les spectaculaires falaises s'élevant à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Après la visite du village, nous partons randonner jusqu'au spot d'observation au sud de l'île. Les tombes sont couvertes de fleurs artificielles. D'une superficie de 8600 km², l'île de Disko attire de nombreux géologues, biologistes, botanistes, grâce à la diversité de ses paysages et la richesse de sa faune et de sa flore. Un centre de recherche, Arctic Center, y est d'ailleurs installé depuis 1906. Nous randonnons le long des plages sur lesquelles viennent s'échouer de nombreux icebergs nés dans le fjord glacier. L'acheminement aérien est effectué par la compagnie Air Groenland, propriété du gouvernement local du Groenland, avec une participation de 37,5% du groupe SAS et une participation de 25% du gouvernement danois. L'église de Qeqertjuarsuaq, ancienne maison de tourbe. Dans ce royaume de glace, je veux rendre hommage à Claude Lorius.
Né le 25 février 1932 à Besançon, un glaciologue français reconnu pour ses études de la composition des inclusions gazeuses des glaces polaires, indiquant les climats anciens de la Terre. Il est le premier, avec Jean Jouzel, à avoir mis en évidence ce lien entre la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre et l'évolution du climat. En 1965, lors d'un hivernage en terre à Delhi, il observe les bulles de gaz que le glaçon qu'il a mis dans son verre libère dans son whisky. J'ai eu l'intuition qu'elle conservait des indications sur l'altitude de la formation de la glace et surtout qu'elle représentait des témoins fiables et uniques de la composition de l'air, dit-il. Les apports scientifiques de Claude Lorius ont été essentiels pour la compréhension de l'évolution des climats de la Terre, grâce à ses études sur la composition des bulles d'air incluses dans les carottes de glace obtenues par des forages à grande profondeur faits lors de 2 campagnes en Antarctique sur la base soviétique de Vostok de 1984 à 1991, puis à la base Concordia lors du forage européen EPICA dont il fut l'initiateur. Il a ainsi montré le lien direct entre les taux de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane et l'évolution climatique sur des périodes allant jusqu'à 800 000 ans, soit 8 cycles climatiques. Ces échantillons ont permis de tracer la composition climatique de la planète sur ces mêmes périodes. L'histoire du climat, avant environ 1850, est marquée par une alternance naturelle de phases de réchauffement et de glaciation ponctuant les changements climatiques successifs. Un cycle dure environ 100 000 ans, 80 000 ans de glaciation et 20 000 ans de période chaude. La température moyenne varie de 5 degrés et le niveau des mers jusqu'à 120 mètres selon que l'eau douce sur Terre se trouve sous forme de glace ou liquide. À partir de 1850, qui coïncide avec le début du développement industriel, le réchauffement s'accélère. Sur notre Terre, au début de l'ère industrielle, 99% de l'eau douce est sous forme de glace, 90% se trouve en Antarctique, 8% en Arctique, 1% pour tous les autres glaciers et le dernier 1% pour nos lacs et rivières. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le froid qui fabrique de la glace, mais l'action du poids de la neige qui la transforme en glace. Tandis que l'intérieur du Groenland connaît des températures très froides, les températures moyennes en bord de mer varient de moins 15 degrés dans le nord à 0 degré dans le sud. La côte sud-ouest où nous nous trouvons bénéficie d'étés assez longs et assez doux. De retour à Ilulissat, nous randonnons dans la vallée fleurie de Sermersooq, qui abrite un site archéologique très important pour l'étude des migrations des peuples Sakak, Dorsais et Kulé au Groenland. Nous atteignons bientôt le fjord glacier d'Ilulissat. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce fjord concentre parmi les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. Spectacle saisissant de ces centaines d'icebergs qui s'amassent dans le fjord avant de dériver lentement vers l'océan. Né le 28 juillet 1907 à Genève et mort le 7 mars 1995 à Bora Bora, Paul-Émile Victor est un explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain français, fondateur et patron des expéditions polaires françaises durant 29 ans. En 1934, à la suite d'une rencontre décisive avec le célèbre et très médiatique commandant et explorateur polaire français Jean-Baptiste Charcot, il organise sa première expédition polaire grâce au musée d'ethnographie du Trocadéro de Paris. Il embarque sur le pourquoi pas du célèbre commandant et se fait débarquer avec 3 compagnons sur la côte est du Groenland pour sa première expédition polaire chez les Esquimaux. Au cours de cette première année passée avec les Inuits,
il apprend à parler couramment leur langue. En 1942, il s'engage dans l'US Air Force aux États-Unis comme lieutenant-instructeur, pilote et parachutiste. Il devient par la suite commandant d'une des escadrilles recherche et sauvetage de pilotes perdus en milieu polaire pour l'Alaska, le Canada et le Groenland, et obtient à ce titre la double nationalité française et américaine. De 1947 à 1976, il dirige l'expédition polaire française. Au cours de ses 29 ans, 150 expéditions sont menées, 17 d'entre elles qu'il vit et dirige personnellement en Terre Adélie en Antarctique et 14 au Groenland en Arctique. Au Groenland, on considère que le terrain est un bien commun. Lorsqu'on veut construire sa maison, on doit demander l'autorisation pour la conformité à l'urbanisme et obtenir les branchements. Mais il n'y a pas de terrain à acheter. Il n'y a presque jamais de clôture, sauf par exemple autour des écoles. Nous embarquons ce matin sur un ancien bateau de pêcheurs reconverti pour le transport de passagers qui nous permet de découvrir la baie de Disko par la mer. Nous naviguons vers le nord, le long de cette côte, et louvoyons entre les icebergs sur la langue glaciaire d'Équipe Sermia. Ce majestueux glacier avec sa paroi verticale de plus de 60 mètres qui tombe directement dans le fjord a été un haut lieu des expéditions polaires françaises menées par Paul-Émile Victor. Puis c'est le retour à Ilulissat dans l'après-midi, par la baie de Disko, où nous profitons d'une vue exceptionnelle sur l'île de Disko à l'ouest et sur la calotte polaire à l'est. La banquise est de l'eau salée, tandis qu'un iceberg est un bloc de glace d'eau douce dérivant sur un plan d'eau, généralement la mer, mais dans certains cas un lac, après s'être détaché du front d'un glacier. 2/3 de son volume est situé sous la surface de l'eau et il est difficile de déterminer la forme qu'adopte cette partie à partir de celle qui flotte au-dessus de la mer. Né le 15 juillet 1867 et mort en mer le 16 septembre 1936, Jean-Baptiste Charcot est un médecin et explorateur polaire. Sportif, il fut champion de France de rugby à 15 en 1896 et fut également double médaillé d'argent en voile aux Jeux olympiques d'été de 1900. Après avoir fait des études de médecine, il décide de s'orienter vers l'exploration et l'océanographie. Il réalise de nombreuses missions scientifiques en Antarctique, puis en Arctique. En septembre 1936, de retour du Groenland, où il est allé livrer du matériel scientifique à la mission de Paul-Émile Victor, qui vient de traverser l'Inland Sea en 50 jours, son navire, le Pourquoi pas 4, fait une escale à Reykjavik le 3 septembre pour réparer la chaudière du bateau. Ils repartent le 15 septembre pour Saint-Malo, mais le bateau est pris le 16 septembre dans une violente tempête cyclonique et coule corps et biens sur les récifs d'Aftan vers 5h30. Un petit avion à hélice nous a posé à Cangerlusuaq, au sud d'Ilulissat. Le bœuf musqué est une espèce de capriné qui pèse jusqu'à 400 kg et vit jusqu'à 20 ans. Animal massif protégé par une longue toison laineuse très isolante, sa laine est plus fine que le cachemire. C'est un herbivore. Aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres.
puisque nous allons marcher sur l'Inlandsee, plus grande étendue glaciaire de l'hémisphère nord. Un véhicule tout-terrain nous amène à travers la toundra jusqu'aux étendues morainiques qui jouxtent la calotte polaire. Nous marchons dans ce chaos minéral jusqu'à la partie morte du glacier, puis nous évoluerons sur cet univers majestueux durant près de 4 heures. L'eau des rivières est issue de la fonte de la glace et est extrêmement pure. Mais après avoir franchi la calotte et bien souvent être passé par-dessous celle-ci, elle se charge fortement en silicate qui lui donne un aspect laiteux. L'eau devient alors peu propice à la vie et impropre à la consommation. Des lacs d'une beauté troublante, ces trous de dimension modeste dans la glace, qui paraît lisse de loin. En été, elle a en fait cet aspect sur une partie de sa surface. Un moulin est un puits taillé dans un glacier pouvant être très profond. Attention, danger! Sa dimension rend possible la chute de plusieurs hommes. Un moulin en activité est alimenté par une ou plusieurs baies-dières, des torrents glaciaires de surface. Le Groenland est une île très étendue en latitude, puisque la pointe sud est située à la même latitude qu'Oslo, tandis que la pointe nord est la terre la plus proche du pôle Nord, qui se trouve à environ 700 km. Une grande partie de l'île est recouverte d'une calotte glaciaire, dite Inlandsea, formée pendant des milliers d'années et qui arrive à 3000 mètres d'épaisseur dans les régions intérieures. Elle n'est pas immobile, mais se déplace lentement, de sorte que la glace arrive jusqu'à la mer par gravité. La glace s'écoule dans la mer à travers les fjords, produisant des icebergs qui ensuite sont portés vers le large par la mer. Puis c'est le vol-retour vers Copenhague, merveilleux vol au-dessus de la calotte glaciaire par beau temps.